Derrière, c'est pas une free party qu'on cherche à encadrer, non, derrière, ce sont nos libertés fondamentales qu'on cherche à justifier et à restreindre. Parce que dans une société démocratique, pas de démocratie si on n'est pas capable de pouvoir s'exprimer. C'est pas parce que certains font n'importe quoi qu'on doit priver de liberté tous les bons citoyens. Ce soir, on parle réunion, liberté de manifestation et liberté de réunion. Ce sont des libertés qui sont évidemment essentielles, et si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez dû en entendre parler avec l'actualité, notamment avec le canon français et la Free Party qui a eu lieu dans le Cher, pas très loin de Bourges. Mes origines berruyères, évidemment, en ont évidemment entendu parler. Donc, si vous aimez la liberté de réunion, la liberté de manifestation, qui nous permet à tous de pouvoir nous exprimer dans des lieux publics, alors vous devez évidemment vous inquiéter des dérives politiques qui sont actuellement à la manœuvre. Parce que derrière, c'est pas un gueuleton qu'on cherche à restreindre, derrière, c'est pas une Free Party qu'on cherche à encadrer, non, derrière, ce sont nos libertés fondamentales qu'on cherche à justifier et à restreindre. Donc restez bien jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner parce que vous n'entendrez jamais parler de ça ailleurs qu'ici. Et évidemment, si vous appréciez ce contenu, pensez également à nous le dire, ça nous permet de faire remonter l'algorithme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette liberté de manifestation et de réunion parce qu'elle est essentielle, parce que dans une société démocratique, il n'y a pas de démocratie si on n'est pas capable de pouvoir s'exprimer. Et ça peut passer notamment par des banquets qui peuvent être considérés comme un petit peu nationalistes. Ça peut aussi passer par des free parties, qui est une sorte de liberté qu'on peut manifester dans la musique et dans la consommation de drogues plus ou moins illicites, mais ça, c'est autre chose, on va en parler. Alors, la liberté de réunion et de manifestation, c'est une liberté qui est essentielle, qui est fondamentale et qui est protégée au niveau international. Donc là, on est quand même en train de parler de quelque chose qui est sérieux. Sérieux parce que c'est l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté de réunion et de manifester. C'est également, évidemment, le Conseil constitutionnel qui considère que c'est partie de la liberté individuelle. Bref, dans une démocratie, c'est normal de pouvoir se réunir. Dans une démocratie, c'est normal de pouvoir manifester. Dans une démocratie, c'est normal de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle les free parties. En revanche, tout cela est encadré par la loi, car dans une démocratie, aucune liberté n'est totalement absolue. Et c'est là-dessus qu'on va discuter. La discussion, elle n'est pas sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Ça, c'est une vision extrêmement manichéenne. C'est à la portée d'un enfant de 3 ans. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est discuter où est-ce que l'on met le curseur. Et oui, c'est ça qui est essentiel. Où est-ce qu'on met le curseur? Moi, ici, David Huillon, avocat, je vais vous rappeler simplement où ce curseur se trouve actuellement et où nos politiciens, notamment avec ce projet de loi Riposte, si vous n'avez pas entendu parler, restez bien jusqu'au bout, pensez à vous abonner et dites-nous en commentaire si vous en aviez entendu parler, parce que clairement, on va débunker un projet de loi qui pourrait être extrêmement dramatique pour nos libertés fondamentales. Alors, si vous n'avez pas conscience de ce qu'est une liberté fondamentale, attendez d'en être privé, vous comprendrez un peu mieux de quoi il s'agissait. Alors, évidemment, ici, la liberté de manifester, la liberté de participer donc à un gueuleton ou à une free party est encadrée. Alors, c'est encadré notamment par la jurisprudence extrêmement libérale du Conseil d'État, qui rappelle évidemment que le principe, c'est la liberté, l'interdiction et l'exception. C'est le fameux arrêt Benjamin du 19 mai 1933. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est dommage parce que, évidemment, c'est un principe qui est essentiel. C'est également consacré au niveau de la loi puisque les maires, les préfets ont des pouvoirs de police spéciale et générale qui leur permettent d'agir uniquement lorsque la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique est en jeu. Et donc, c'est à ces fins exclusives qu'on peut restreindre cette liberté de manifester, de se réunir et de participer à un événement. Alors, pour les free parties, on a déjà un encadrement. La question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est totalement l'anarchie ou est-ce que l'État a déjà légiféré sur la question? Parce que lorsqu'on arrive avec ce projet de loi Riposte, on a vraiment le sentiment, vous verrez, vous lirez un petit peu le projet qui est sur Internet, on a le sentiment qu'il n'existe rien, que en fait, c'était un peu le Far West. Bon, clairement, je me suis inquiété. Mais non, rassurez-vous, le Code de la sécurité intérieure a déjà encadré ce type d'événements. Les free parties, c'est l'article L211-5 du Code de la sécurité intérieure. Donc là, ici, lorsqu'on a des dispositifs sonores qui sont mis en place et des réunions supérieures à 500 personnes, il y a une obligation de déclaration de l'événement. Alors la déclaration, ça ne veut pas dire que vous demandez l'autorisation. D'accord? La déclaration, c'est vous informer les autorités de police qu'il y a un événement qui va avoir lieu et évidemment, pour qu'il n'y ait pas de difficulté et qu'a posteriori on ne vous l'interdise pas, vous allez expliquer quelles sont les mesures de sécurité que vous allez mettre en place aux abords de cette manifestation.
Concernant le canon français, il faut évidemment distinguer à la fois ce qui est un banquet, qui peut être également politiquement polémique, il n'y a pas de souci là-dessus, et le protéger par rapport à la liberté de réunion. Donc là, ici, on a plusieurs articles de presse qui sont passés récemment et qui vous indiquent qu'il y aurait eu donc des propos racistes, des injures, des diffamations, des provocations à la haine. Là, encore une fois, on s'est demandé si tout ça n'était pas un peu le Far West. Est-ce que ces gens peuvent faire n'importe quoi sans jamais en assumer les conséquences? Non. Fort heureusement, la loi de 1881 existe et elle permet de pouvoir réprimander ce type de comportement. Est-ce qu'on doit interdire l'organisation d'une telle manifestation, d'un banquet ici, avec une connotation politique très à droite, ou est-ce qu'on va passer sur la responsabilité individuelle et finalement sanctionner chacune des personnes qui peuvent déborder? En d'autres termes, est-ce que le comportement de quelques-uns doit déborder sur la liberté de tous? Et vous allez voir, c'est effectivement extrêmement important. C'est pas parce que certains font n'importe quoi qu'on doit priver de liberté tous les bons citoyens. Parce que clairement, c'est exactement le choix de société dans lequel on est en train de s'orienter. Je vais vous faire un petit exemple que j'ai constaté récemment. J'ai vu qu'à Paris et à Montpellier, puis dans toutes les grandes villes, on est en train d'interdire les véhicules à mobilité douce, type trottinette électrique. On est en train même de s'intéresser à Lyon à ces fast bikes, vous savez, les vélos avec des très grosses roues où il est quasiment plus nécessaire de pouvoir pédaler. Bref, on se demande même à quoi servent les pédales concrètement. On est en train de regarder, vous allez regarder, on est en train de virer vers une société qui, pour moi, en tant qu'avocat, m'inquiète énormément. Vous avez donc une multitude de réglementations locales et nationales qui sont en train d'être prises et qui visent à interdire progressivement ce type de mobilité douce. Alors, c'est dangereux parce que si on avait eu exactement le même raisonnement, on serait tous à pied aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les véhicules terrestres à moteur, donc les voitures, les camions, sont source d'accidents. Beaucoup plus que les trottinettes, beaucoup plus que les vélos de type fast bike. En d'autres termes, si on avait raisonné comme on est en train de raisonner aujourd'hui, eh bien les seuls moyens de locomotion que nous aurions, ce serait le train, éventuellement les bus, quoique, il y a eu quelques accidents de bus, et les avions. Et encore, même les avions, on pourrait se poser la question, il y a quand même des sinistres aériens régulièrement. Donc vous voyez que ce type de raisonnement est totalement débile. En fait, on est en train de sanctionner tout le monde parce qu'il y en a quelques-uns qui font n'importe quoi. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on ne sanctionnerait pas davantage ceux qui roulent n'importe comment, plutôt que d'interdire à tout le monde d'utiliser aujourd'hui des moyens de locomotion qui permettent à la fois d'échapper un petit peu au prix de l'essence qui est en train d'intervenir, et puis qui permet à des bons citoyens qui respectons évidemment les limitations de vitesse et les règles de circulation de pouvoir circuler dans les centres-villes qui, je rappelle aujourd'hui, sont quand même visent à exclure de plus en plus les véhicules. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, je vous dis, c'est la réalité. Donc vous voyez, la société dans laquelle on est en train de tourner, c'est une société dans laquelle on vise à tout interdire parce que certains font n'importe quoi. En d'autres termes, le gouvernement, face à son impuissance, il est incapable de relancer l'emploi, il est incapable de peser internationalement. Bref, en fait, il fait pas grand-chose, il n'est pas capable de grand-chose, donc la seule possibilité qu'il a, c'est de venir réglementer la vie du quotidien. En d'autres termes, nous sommes les petites marionnettes d'un gouvernement qui, parce qu'il est totalement impuissant, va se comporter d'une manière paternaliste. Et ça, c'est un premier pas vers une société qui est moins démocratique. Je vous laisserai qualifier vous-même ce type de société. Donc on a ici un projet de loi riposte qui évidemment est assez dangereux. C'est pas moi qui le dis. Alors, évidemment, en allant analyser le projet de loi, j'ai évidemment quelques arguments, mais le CNB a fait un superbe travail. Alors, le CNB, c'est le Conseil national des barreaux, c'est une sorte d'instance nationale des avocats qui veille à la défense des libertés fondamentales et de l'état de droit, et là, ici, a vraiment fait le job, et a notamment relevé certains points que je vais porter à votre connaissance, parce que malheureusement, si vous ne regardez pas cette chaîne aujourd'hui, vous ne l'apprendrez jamais dans les grands médias. D'ailleurs, mon cher Gauthier, c'est le moment de la réclame. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Trois choses dans ce projet de loi riposte qui doit nécessairement, en tant que citoyen, vous inquiéter. Le premier point, ce sont les agents privés de sécurité qui se retrouvent ici avec des pouvoirs renforcés. En d'autres termes, ils vont pouvoir
surveiller votre véhicule, inspecter votre véhicule, et évidemment, ils vont se rapprocher de plus en plus des pouvoirs de police judiciaire, qui est, il faut le rappeler, le monopole de l'État. Alors, le projet de loi, pour l'instant, est assez précis. C'est pas partout en France, surtout aux abords des frontières et dans un périmètre de 40 km, et la nature des missions qui vont pouvoir être généralisées sont encore assez limitées. Mais on voit qu'on a un pas de plus, et qui vient ici contredire parfaitement une jurisprudence assez bien établi du Conseil d'État qui vise notamment à empêcher les délégations de missions de service public de police judiciaire. En d'autres termes, il revient à l'État d'avoir le monopole de la force et ici derrière, de pouvoir faire des mesures de prévention, des mesures de police administrative. Donc ici, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les contrôles d'identité qui, évidemment, aux abords de certains périmètres, lesquels, dans quelles conditions, ça on ne le sait pas encore exactement, permettront de pouvoir contrôler qui bon lui semble. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, c'est en tout lieu, en toute circonstance, il n'y a pas de critères particuliers, il n'y a pas de comportement suspect comme c'est parfois exigé par le Code de procédure pénale. Ici, il y a un problème, il y a trois problèmes, c'est le risque d'arbitraire, le risque de contrôle discriminatoire, il y a des personnes qu'on va peut-être plus contrôler que d'autres, je laisse deviner, et évidemment l'absence de garantie suffisante de traçabilité, puisqu'il est notamment prévu de retirer systématiquement la possibilité d'enregistrer les gardes à vue qui passeraient de 48 heures à 72 heures. Donc vous voyez, participer à une free party et puis pendant 72 heures, passer en garde à vue, passer un très bon séjour, évidemment. Ça peut vous dissuader à l'avenir de participer à ce type d'événement, ce qui, évidemment, à mon sens, va beaucoup trop loin par rapport à l'objet de l'infraction qui est ici reproché. Mais surtout, et ça va être le plus important, c'est la question de la surveillance technologique. Est-ce que vous vous rappelez de la surveillance algorithmique, la surveillance avec les caméras augmentées? Non, eh bien retour un petit peu en arrière, avec notamment le pass JO, la loi de 2023 qui prévoyait notamment l'instauration de ce type de dispositif expérimental. C'était donc temporaire, exceptionnel, bon c'est en train d'être pérennisé. Rappelez-vous toujours une chose, et ça c'était mon prof d'histoire en droit de l'histoire qui s'appelait Monsieur Godin, je ne sais pas s'il me regarde aujourd'hui, merci à lui, il m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'avait dit, vous savez, les impôts à la base, c'était exceptionnel. Et donc on voit, quand on regarde l'histoire, notamment l'histoire du droit, on voit comment des mesures présentées comme exceptionnelles finissent toujours, il n'y a pas de contre-histoire là-dessus, à être généralisées et pérennisées. Rappelez-vous, vous payez des impôts. Ouais, c'était censé être exceptionnel, c'était censé être uniquement en temps de guerre. Vous voyez bien qu'on en est largement revenu. Donc ici, évidemment, on sait déjà que l'histoire des restrictions de liberté, c'est celle d'une généralisation et d'une pérennisation. Puis là, ce qui est bien, c'est que, évidemment, dans ce projet de loi Riposte, on vise à réintroduire la surveillance augmentée, la surveillance algorithmique, avec derrière, non pas votre serviteur qui le dit, mais le Conseil d'État qui s'inquiète de cette généralisation et de cette pérennisation de ces outils qui étaient initialement prévus comme étant temporaires, exceptionnels, prévus pour un certain type d'infraction de comportement. Bref, c'est extrêmement problématique. On a ici un avis du Conseil d'État du 19 mars 2026 qui nous le dit. Vous savez que le Conseil d'État est quand même pas le premier à critiquer l'action du gouvernement. Il est quand même assez complaisant avec ce dernier. Si on devait estimer que c'était un véritable contre-pouvoir, on pourrait considérer que c'est vraiment un contre-pouvoir assez mou. Même si j'ai beaucoup de respect pour cette juridiction, évidemment. Mais je trouve que parfois, le juge administratif devrait quand même aller beaucoup plus loin parce que c'est le dernier rempart face à un gouvernement qui, par nature, va être tenté d'abuser du pouvoir qu'il a entre ses mains. C'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu, et vous voyez, c'était déjà un paquet d'années, au XVIIe siècle. Donc, on a ici plusieurs problèmes. On a tout d'abord, évidemment, une surveillance algorithmique. Tout le monde va pouvoir être surveillé en tout temps, en tout lieu, et l'intérêt de l'IA, c'est que finalement, il n'y a plus de limites. En fait, tout est possible à partir du moment où la donnée est collectée. La deuxième chose, c'est que si initialement c'était très encadré, on voit que c'est en train de se débrider. Et que finalement, on va utiliser, là ici, la free party, par ailleurs, le canon français, pour justifier ces restrictions de liberté. Bah oui, parce que quand on se regarde, nous, entre bons citoyens, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon cher Gauthier, on ne participe pas à des free parties. Nous, ça ne nous concerne pas. Et puis, bon, le canon français, on aime bien manger, mais on n'ira pas forcément manger dans ce type d'événement. Bref, on ne se sent pas forcément directement concerné et on se dit, bon, finalement, une bonne mesure comme celle-ci, est-ce que c'est pas bienvenu? Oui, mais si vous commencez à considérer que pour ce type d'événement, il faut restreindre les libertés de tous, vous êtes en train de changer de société. Vous êtes en train d'accepter qu'on puisse avoir un État
qui va tout savoir de vous quand vous-même, vous ne connaissez rien de l'État. Vous ne savez, je le rappelle, toujours pas comment les contrats Pfizer ont été signés. Vous ne savez toujours pas comment on fait un petit dérapage de 1000 milliards d'euros dans le budget public. Bref, on voit ici qu'il y a un vrai problème. Et puis, on se dirige vers une surveillance de masse qui va avoir derrière plusieurs conséquences. Tout d'abord, tout le monde va être potentiellement coupable, parce qu'on va tous vous surveiller, qui que vous soyez, quel que soit votre comportement, quels que soient vos antécédents. Donc, c'est une surveillance généralisée, fini l'anonymat, fini évidemment de se comporter tranquillement dans l'espace public comme si de rien n'était. La deuxième chose, c'est que les algorithmes sont nourris forcément par des consignes, des comportements qui vont être identifiés par leurs auteurs comme étant plus suspects que d'autres. Donc on va avoir évidemment une discrimination qui va nécessairement être préqualifiée dans l'algorithme. La troisième chose, c'est qu'il va y avoir un effet dissuasif sur les libertés. On va se dire, bon, finalement, si je veux user de ma liberté, je vais devoir me soumettre à une surveillance généralisée et pérenne, de manière permanente. J'ai peut-être pas envie. Donc finalement, je vais refuser la liberté de réunion, je vais refuser ma liberté de manifestation. Et puis, il va y avoir une banalisation. Ouais, finalement, on le met en place pour les free parties, on le met en place pour les banquiers de type nationaliste, et puis finalement, on l'acceptera pour tout et n'importe quoi. Et ça, évidemment, c'est extrêmement inquiétant. En d'autres termes, si vous deviez retenir une seule chose, ne laissez jamais un gouvernement vous expliquer que c'est pour votre bien qu'il va vous restreindre une liberté. Par principe, toute restriction de liberté doit être nécessairement suspecte. Et ce projet de loi riposte n'y échappe pas. Vous avez aimé ce contenu? Pensez à vous abonner, commenter, faites remonter cette vidéo et surtout, soyez vigilants. À très vite.